Bonjour à tous. Bonjour. On est vraiment ravis d'être ici, ensemble à Brescamp. Et déjà, avant de commencer, un grand merci aux organisateurs, tous ceux qui nous permettent d'être là ensemble aujourd'hui, et puis merci à vous d'être ici. Aujourd'hui, on vient vous partager notre petit Rex sur le monorepo. Et avant de commencer, on aimerait bien savoir qui déjà est un peu familier de la notion de monorepo dans la salle. Oui, donc pas mal de monde. Alors, qui développe en monorepo? Et dans ceux qui développent en monorepo, donc un certain nombre de gens, est-ce qu'il y en a qui sont, disons, à plus de 20 développeurs sur le monorepo? Donc quelques-uns, oui. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand on est plusieurs dizaines et centaines de développeurs sur un monorepo. Et tout à l'heure, dans les couloirs, j'entendais des gens qui disaient « Moi, le monorepo, j'y crois pas du tout ». Qui c'est qui croit pas du tout au monorepo? Oui, il y en a quelques-uns, je suis sûr. Très bien. Merci. Donc, je m'appelle François Nollen, je suis avec Julien Buret. On travaille tous les deux sur SNCF Connect et on a à peu près une dizaine d'années d'expérience dans l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, on vient vous raconter ce qui s'est passé quand on a fait basculer tous nos développeurs en monorepo pour construire SNCF Connect. Et quitte à vous raconter ça, quelle meilleure manière de vous raconter cette histoire, de vous la partager, que d'utiliser le monomythe de Campbell. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le monomythe de Campbell? Beaucoup moins de gens que ce que j'imaginais. Le monomythe de Joseph Campbell, c'est une structure narrative, une trame, qu'on peut en fait facilement appliquer à un petit peu tous les récits, à peu près toutes les histoires du monde. Donc vous prenez typiquement les films Jurassic Park, le dernier Marvel, ou un Disney, vous arrivez à recaler la même structure narrative à peu près partout. Et ça se présente à peu près comme ça, il y a 12 étapes. Donc on va vous raconter notre histoire en 12 étapes. Donc c'est l'histoire classique, on débute sur une situation stable, le monde ordinaire, puis il va y avoir un héros qui va se poser des questions, qui va vouloir aller vers l'aventure, qui va se lancer, il va y avoir des péripéties, des alliés, il va se passer plein de choses, et puis il y aura toute une dernière partie où en fait, suite aux épreuves, on va retourner au monde normal, et puis le héros aura été transformé, et on va atteindre un nouvel état d'équilibre. Donc nous, on va quand même faire ça en 3 grands actes, regrouper tout ça pour que ça soit un peu intelligible. Et donc notre premier acte, ça va être qu'est-ce qui nous a amené au monorepo sur un gros projet comme SNCF Connect. Et donc pour ça, si on va sur le monomythe, la première étape, c'est le monde ordinaire. Il faut savoir un peu d'où on partait. Et donc en termes de monorepo ou de repository, donc de dépôt de source, dépôt Git en français, qu'est-ce qu'on fait en général, Julien, quand on a un gros projet, un projet complexe? Alors, on part d'un système complexe, déjà, ce qu'il faut comprendre. On a plusieurs dizaines d'applicatifs, plusieurs centaines de développeurs. Et dans ce contexte-là, le réflexe naturel, c'est de siloter, d'isoler par petits groupes, par applicatifs, pour être en maîtrise du système. Chacun de ces applicatifs vont avoir leur propre repository Git. Et il y aura une équipe qui sera responsable de cet applicatif et donc de ce repository Git. Et donc, ça c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. C'est-à-dire, avant SNCF Connect, on était là-dedans. On travaillait comme ça. Ouais. Et du coup, ça posait un certain nombre de problèmes. Ces problèmes, c'était notamment que les pratiques avaient tendance à diverger. C'est-à-dire qu'on avait essayé de mettre des bonnes pratiques, des templates, un certain nombre de normes communes, mais les contextes étaient différents. Les équipes avaient aussi un droit d'initiative, ce qui est complètement normal. Ils étaient autonomes sur leur applicatif. Et donc, chaque écosystème avait tendance à diverger de manière assez forte et ça donnait un système assez hétérogène. On avait des centaines de développeurs, et donc à l'époque de Oui SNCF, typiquement, centaines de développeurs, des dizaines d'équipes. Et chaque équipe avait un peu son périmètre, ses outils, sa culture. Et puis tout ce qui était transversal, c'était compliqué du coup. Tout à fait, c'est-à-dire que c'était difficile qu'une équipe A contribue sur le projet d'une équipe B, parce que les pratiques étaient différentes. Parfois même, les accès n'étaient pas disponibles par défaut, c'est-à-dire que les équipes extérieures n'avaient pas le droit d'aller voir le repos d'une autre équipe. Et puis, on avait souvent des soucis sur des fonctionnalités qui touchaient plusieurs applicatifs. Et c'était quand même plutôt la règle, c'est-à-dire que on a une fonctionnalité qui touche 3 applicatifs A, B, C. L'équipe A, l'applicatif A, va attendre que l'équipe B ait fait son développement. Elle-même attend que l'équipe C ait mis à disposition son service.
Il y a souvent des petits problèmes de communication. L'équipe C définit son service, l'équipe B se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on attend. Et donc tout ça nécessitait beaucoup de synchronisation, des roadmaps assez compliqués évidemment, et créer du bruit. Et puis on avait un deuxième problème, c'est que on avait certains applicatifs et donc certaines équipes qui se retrouvaient en point de contention. C'est-à-dire qu'on avait par exemple une vingtaine de projets stratégiques, et sur ces 20 projets stratégiques, il y en avait 10 qui impactaient un applicatif donné. L'équipe qui était responsable de cet applicatif, elle avait un problème. Pour elle, c'était dur. Tout à fait. Elle était extrêmement sous pression, il y avait une file d'attente importante et ça bloquait l'ensemble du système. Et tous ces symptômes, toutes ces limites, ça fait un peu penser au lean. En fait, tout à l'heure, tu as dit silos. C'est clairement des effets des silos en général. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait notamment à l'époque de Wii. Et du coup, quand on a attaqué SNCF Connect, on a voulu chercher un peu une autre manière de faire. Et donc on a été attiré notamment par l'approche monorepo. Alors l'approche monorepo, il y a un super site, moi je trouve, qui en parle très bien, qui explique, qui détaille le monorepo, et aussi les outils qu'on associe généralement au monorepo comme Gradle, c'est monorepo.tools, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais il y a un seul inconvénient à ce site, c'est qu'il n'y a pas de dinosaures. Du coup, on a refait une version avec des dinosaures. Et donc, pour expliquer rapidement ce que c'est qu'un monorepo, c'est avant tout de la colocalisation. Voilà, on a des grosses applications, des petits applicatifs, on a des libs, des bibliothèques partagées. Et plutôt que d'avoir chacun de ces composants qui est dans un repo Git à part, et puis avec les dépendances entre tous ces composants, on va juste tout mettre dans le même repo Git. Donc ça paraît relativement simple. Et en même temps, ça a déjà pas mal de conséquences. Ça veut dire que typiquement, tu parlais d'accès. Une personne qui a accès au monorepo, du coup, a accès à tout le code source de tous ces composants-là. Donc déjà, on limite un peu, tout est beaucoup plus ouvert. Une conséquence après, c'est sur la gestion des dépendances. Classiquement, alors voilà, quand on travaille avec plein de composants, plein d'applicatifs sur plein de repos, on met des dépendances, et puis voilà, avec Maven, Gradle ou autre, ou le paquet JSON ou quoi que ce soit d'autre, on crée des dépendances entre tous ces composants, et généralement, c'est une dépendance vers une version bien particulière, et puis je pense que vous connaissez tous ça, de temps en temps, on a des petits conflits de versions et des choses comme ça à gérer. L'avantage du monorepo, c'est que, on peut, si on veut, reproduire la même chose, mais vu qu'on est dans le monorepo, qu'il y a tous les composants qui sont là, du coup, à un instant T, dans le working directory Git, si je regarde, j'ai tous les composants dans un état donné, dans une version. Et donc, en général, quand on travaille en monorepo, on a une version de chaque chose. Et du coup, on a un peu moins besoin de s'embêter sur les conflits de version. Le gros avantage, c'est que quand on modifie, par exemple, une librairie partagée, on va voir tout de suite les impacts sur l'ensemble des applicatifs qui utilisent cette librairie. Parce qu'on va modifier la librairie partagée, ça va lancer la CI, ça on en parlera juste après, de tous les applicatifs qui sont impactés. Et si jamais il y a un problème, normalement les tests vont montrer qu'il y a un souci. Et j'ai le code source, je peux regarder. Si ça se trouve, j'ai monté les applicatifs qui dépendent de ma lib dans mon IDE, donc tout de suite je vois que ça ne va pas compiler. Ou si je dois relancer les tests, tout ça, ça va être plus simple puisque tout est là dans le même monorepo auquel j'ai déjà accès. Après, souvent ce qu'on fait aussi dans le monde polyrepo, entre guillemets, c'est que à partir de chacun des repos, des composants, des libs, on va les builder, on va fabriquer des livrables et on va aller stocker tout ça dans un repo de binaire, typiquement un Nexus, un Artifactory. Et puis comme ça, ensuite, on pourra reconstituer le système qu'on a besoin de déployer en reprenant un peu tout ça. Dans un monorepo, on peut aussi faire la même chose si on en a envie, mais souvent on fait les choses un peu plus simplement, c'est-à-dire qu'on se dit finalement, comme j'ai tous mes composants qui sont là dans le monorepo, je suis capable de, si je veux, de tout refabriquer et de déployer, et je peux m'éviter ce tampon, ce buffer d'avoir un repo de binaire et de toujours passer par le repo de binaire avant de déployer quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut chanter si on veut. Et donc si on regarde un peu les avantages, enfin toutes les choses qui paraissent un peu sympas du côté du monorepo par rapport à ce qu'on faisait avant, typiquement créer des nouvelles bibliothèques partagées, factoriser du code, ça va être plus simple parce que au moins j'aurais pas à créer un nouveau repo Git au passage et des nouveaux accès, puis probablement un nouveau job qui build ce truc-là. Donc ça va être souvent plus simple de factoriser des choses. On va être beaucoup moins tenté de dupliquer du code, puisqu'en fait dupliquer du code au sein d'un même repo Git, c'est quand même, faut le vouloir. Ça va être beaucoup plus simple d'avoir une toolchain, d'avoir un outillage plus homogène entre tous ces composants, tous ces outils, et des pratiques plus homogènes aussi, puisque voilà, on travaille tous sur la même code base, donc ça va être plus facile de faire un peu tous pareil, et on va en voir les effets positifs. Tu l'as dit, en termes d'impact, moi je veux bien
je veux bien faire des modifs, je veux bien même aller essayer de contribuer à ce que font les petits copains, mais les impacts, je ne sais pas toujours comment redéployer, comment retester. Il y a du code que je maîtrise moins bien. Il y a une fonctionnalité qui est sympa, hein, c'est que voilà, si on a une user story qui touche 3 applicatifs, quand on est en multi-repos, on va avoir au moins 3 commits Git, puisque un par repository. Et là, on va pouvoir avoir un seul commit sur master qui touche les 3 applicatifs, et on voit comme ça sur ce seul commit l'ensemble des impacts de la fonctionnalité. Et le fait de se dire j'ai une version de chaque chose, c'est vrai que ça simplifie quand même beaucoup la vie. Alors là, comme ça, bon, c'est que des côtés positifs. Le monorepo, c'est super. Bon, évidemment, il y a aussi des petits inconvénients, ou en tout cas, nous, on avait un certain nombre de réticences. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont aussi quelques petites réticences. C'est normal. Et dans tout bon film, et tout bon groupe d'aventuriers, il y a le sceptique qui parfois a raison, et parfois n'a pas raison. Nous, ce qui revenait le plus souvent, ce qui nous inquiétait un petit peu, enfin je pense le lieu commun un peu sur le monorepo, c'est déjà, est-ce qu'un monorepo, du coup, c'est forcément un monolithe, Julien? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que y avait un peu ce sentiment que le monorepo était très bien pour une application extrêmement complexe, mais que ça s'ajustait pas au fait d'avoir un ensemble d'applications, et on en a quand même un certain nombre. Donc là, il a fallu débunker, hein, évidemment, le monorepo. Dans le monorepo, on peut avoir X applicatifs, c'est absolument pas un problème. Et il y avait une deuxième interrogation, c'est est-ce que le monorepo interdisait une approche microservice? Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite évidemment découper nos architectures le plus possible quand c'est pertinent. Et de même, le monorepo est absolument pas un problème si on veut avoir une approche microservice. Au contraire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça nous aide à normaliser ces microservices, ce qui est un des problèmes avec l'approche justement quand on souhaite découper beaucoup des choses. De toute façon, alors vous, je sais pas, mais moi, j'ai connu un certain nombre de projets où il y avait beaucoup de repo Git et beaucoup de composants et de lib, mais finalement, il y avait un seul cycle de vie et on déployait finalement tout à la fin en même temps. Et donc, j'ai vu ça dans un certain nombre d'entreprises. Peut-être vous avez vécu ça aussi. Donc, on peut tout à fait faire du monolithe et avoir un cycle de vie unique, même si on a plein de repo Git. Et à l'inverse, en fait, maintenant, sont assez connus pour travailler en monorepo, des entreprises comme Google, comme Meta, comme Microsoft, Twitter. Et eux, alors, ils ont des dizaines, des centaines, peut-être des milliers même d'outils en monorepo. On se doute bien qu'il n'y a pas un seul cycle de vie derrière. Donc, ça fait partie des choses. On se posait des questions, mais en même temps, il y avait aussi des choses qui nous rassuraient. Il y avait aussi une interrogation sur la charge. C'est-à-dire, comme il y a énormément de développeurs, ça fait énormément de charges sur leur prod. Est-ce qu'on est capable de tenir ça? Est-ce que ça va nous poser problème? Le fait qu'il y ait des grands acteurs qui, eux, ont parfois des milliers de développeurs sur un monorepo, ça nous a permis de partir un peu plus en confiance. Dans les autres choses qui nous faisaient un petit peu peur, typiquement, et je pense toutes les équipes qui étaient responsables avant d'un repo Git, d'une brique, d'une lib, attends, on va m'envoyer 250 devs qui, si ça se trouve, moi je fais du back et eux c'est des devs front en plus, ils vont venir toucher à mon code, je ne le saurai probablement pas, ça va être la cata. Bon, évidemment, il y a matière à s'inquiéter un petit peu. Et puis, comme tu disais, il y avait aussi une question d'élasticité, de dimensionnement. Est-ce que travailler en monorepo, est-ce que finalement, si ça marche bien sur un petit projet, est-ce que sur un gros projet à grande échelle, est-ce que ça allait suivre? Est-ce que les perfs allaient suivre? Le build, l'IDE, la CI, et puis les coûts aussi derrière. Et donc, ça va être le petit instant pub. Pour vous rappeler, on n'était pas en train de construire un petit applicatif, on était en train de construire SNCF Connect. Et donc, la promesse SNCF Connect, courant 2020, début 2021, c'était d'unifier l'expérience de 2 grosses applis mobiles utilisées par quasiment 20 millions de Français chacune, plus les parties web, refaire tout ça from scratch, et du coup pour une audience vraiment importante, pour des millions de Français. Et donc, je vous ai mis quelques chiffres. Rien que l'an dernier, c'était 3 millions de visites par jour. Et je ne veux pas vous faire tous les chiffres derrière SNCF Connect, mais même souvent on pense que c'est du train, de la longue distance, du TGV, mais en fait il y a beaucoup d'autres choses, et il y a plus de choses que ce qu'il y avait avant dans les différentes applications et sites web qui ont été du coup unifiés. Et il y a même au-delà du train 22 réseaux de transport avec différentes métropoles, différentes communes en France, donc on peut aussi aller acheter son billet de bus, de tram qui est valable dans telle ville en France, les titres Île-de-France Mobilité, etc. Donc en fait, il y a une vraie complexité derrière, et pour une audience, pour un trafic, pour une charge qui sont pas négligeables.
Du coup, sachant ça, avec ces enjeux-là, qu'est-ce qui nous a permis, Julien, de faire le pas en avant, de se dire, allez, on y va, et puis on tente le monorepo? Donc on avait une architecture existante qui était déjà assez complexe, hein, des enjeux importants qui justifiaient une démarche ambitieuse. Et ce qui nous a aidé à passer le pas, c'est que on avait déjà tenté l'approche monorepo sur d'autres projets moins gros évidemment, hein, mais on développe en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne développe pas que Connect chez SNCF Connect and Tech, on développe aussi un certain nombre d'autres projets pour la SNCF. Et donc on avait eu l'occasion de développer des projets en approche monorepo et aussi avec les nouveaux outils qu'on introduisait à ce moment-là, c'est-à-dire, pour en citer quelques-uns, Terraform pour l'infra as code, Gradle pour le build, on utilise AWS pour la partie cloud. Donc on avait déjà une expérience positive avec l'approche et avec les technos. À plus petite échelle. Mais donc voilà, c'est un peu toutes ces réflexions qu'on a eues en amont, et c'est le moment d'y aller, de passer à l'action. Donc c'est notre acte 2, on entre dans le monorepo, et donc si on revient sur le monomythe, dans le monomythe ça s'appelle le seuil de l'aventure, normalement cette étape-là. Et pour qu'on comprenne bien, tu peux nous parler rapidement des technos, la stack technique, les autres choix techno, s'il n'y avait pas que le monorepo qui était un peu en rupture avec ce qu'on faisait avant. C'est pas le cœur du sujet, mais donc on en a profité pour aussi se remettre à l'état de l'art d'une certaine manière et choisir des technos qui nous permettaient de mutualiser l'effort, donc notamment Flutter sur la partie mobile. Par exemple, sur la partie web, on avait avant une appli web par page, ce qui était pratique en termes organisationnels, donc ce qui revenait un peu sur cette problématique de silo. Et par contre, en termes d'architecture, ce qui était loin d'être optimal. Donc là, on est reparti sur une seule appli React, Next.js pour l'appli web, et l'appli web et l'appli mobile se connectant sur un même back for front, pour justement essayer de garantir une expérience commune entre les différents canaux. Et puis, elles ne sont pas toutes là, mais juste pour vous montrer, la stack technique était plutôt sympa, parce que du coup, on avait l'occasion de repartir un peu from scratch avec quelque chose à l'état de l'art, et notamment de faire du cloud native en poussant tout en infra as code avec Terraform sur EKS. Et puis, le dernier choix sur lequel on va revenir, et là on revient un peu sur le monorepo, c'est les feature branches. Une feature branche, un environnement. Alors, quel était le problème qu'on essayait de résoudre? On a énormément de développeurs qui travaillent sur ce SI, et auparavant, on avait des plateformes d'intégration, de recettes, de pré-production, etc. Ces plateformes, notamment sur les environnements de dev, étaient plutôt instables parce que, comme il y a énormément de gens qui travaillent sur ce système, qui poussent assez fréquemment des modifications sur ces plateformes de recettes et d'intégration, ces plateformes sont assez instables. Évidemment, tous les développeurs qui développent sur leur propre applicatif dépendent très souvent de l'applicatif Y qui vient d'être modifié par une équipe à 10 km de là et qui a un impact direct sur les développements d'un autre développeur d'une autre équipe. Donc c'était un énorme problème, cette instabilité, en termes, déjà il y avait beaucoup de frustration chez les développeurs, et puis même en termes de productivité, c'était très loin d'être efficace. Donc on est parti sur une autre approche, avec le monorepo. On s'est dit, quand un développeur commence une US, une user story, il crée sa branche et ça lui déploie un environnement complet pour lui. Et comme ça, il est sûr que toutes les modifications ou tous les problèmes qu'il va voir, a priori, ils viennent de lui parce que il est parti de master, du trunk, et donc normalement il est parti d'un environnement qui est propre. Il a juste ses modifs à lui, et du coup il est isolé pour son dev et pour tester ou faire tester à d'autres gens. Donc ça c'est un choix très fort au début du projet, c'est assez simple, peut-être simpliste, mais ça a été extrêmement structurant. Et on va accélérer un petit peu sur le déroulement, mais dans le monomythe, une fois qu'on s'est lancé, donc là vous avez vraiment les bases et les choix de départ. Il y a une première étape, il y a des premières épreuves, c'est là normalement que les héros rencontrent des alliés, il leur arrive un certain nombre de choses, les ennemis aussi commencent à les découvrir. Et nous, les premiers ajustements qu'on a dû faire, c'est pour un peu garder une certaine maîtrise et garder la qualité au-dessus de tout ça, puisque avec des dizaines ou des centaines de développeurs qui poussent comme ça des environnements et puis qui intègrent des choses finalement sur master, comment on garde la maîtrise là-dessus? Ce qu'on a introduit, c'est un process d'intégration pour favoriser l'inner source. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le terme inner source? Oui, il y en a. Ça me fait très plaisir. L'inner source, généralement, on dit que c'est
utiliser ou reproduire les pratiques des communautés et des projets open source, mais en interne dans l'organisation. Donc le code, il reste interne à l'organisation, mais plutôt que de fonctionner en gros en silo, et tout le monde n'a pas accès à tout, dire le code est ouvert, et par contre on a des vrais process de merge request et d'intégration et de validation avant d'intégrer les modifs. Donc tout le monde peut essayer de faire des modifs en local, par contre avant de les intégrer, on vérifie que la qualité est là. Et donc le monorepo c'est extraordinaire, puisque le monorepo, de fait, tout le code est déjà ouvert à tout le monde, à tous les développeurs. Et du coup, il nous a resté à introduire les principes de validation, d'intégration. Et donc ce qui se passe en fait chez nous, c'est que quand un développeur commence à travailler sur une user story, il commence à créer sa branche à partir de master, il commence à faire son premier commit. Une fois qu'il va pousser ça ou que ça commence à ressembler à quelque chose en local, il pousse donc sa branche sur GitLab chez nous. Ça va déployer un environnement complet, ce qui permet de tester ce qu'il est en train de faire. Et il va y avoir ouverture d'une merge request. La merge request, en fonction de ce qui a été modifié dans tel et tel composant applicatif, il va y avoir différents groupes, alors nous on les appelle les référents, différents groupes de validateurs qui vont devoir venir faire une petite revue de code, mettre un tampon. On va aussi attendre d'avoir des tests faits peut-être par le PO, peut-être par un testeur, enfin par différentes personnes sur l'environnement qui a été déployé pour ça, avant de venir merger tout ça sur master. Et puis au passage, on en profite pour faire un merge squash pour que chaque développeur puisse travailler tranquillement sur sa feature branch, mais que dans l'historique projet, à la fin, on retrouve un commit par US, grosso modo. Donc ça, les principes d'intégration continue, on essaie de ne pas rester pendant des semaines ou des mois sur une feature branch tout seul, parce que forcément, on se désynchronise du reste des développeurs. On a commencé à beaucoup investir sur les tests auto. On voulait aller vers le continuous delivery, et donc un des principes, c'est tout ce qui est intégré sur master doit être livrable en prod. Donc tout ce process et tout ce travail en amont pour valider les choses, tester les choses avant de merger la merge request sur master. Et on a rencontré assez vite aussi un autre problème qui était que les équipes prenaient beaucoup d'initiatives, ce qui était bien, mais souvent de manière non concertée ou on va dire sans partager les décisions qu'elles prenaient au reste de l'écosystème. Donc on a mis en place assez rapidement ce qu'on appelle un ADR. Il y a eu une presse hier très bien sur ce sujet-là, donc je vous invite à voir le replay, on n'en dira pas plus. Et donc, fort de ce démarrage, ces premiers ajustements, des process aussi qu'on a mis en place, on arrive dans la phase où ça commence à se durcir un petit peu, tout grossit, et puis on le voit assez bien. Tu peux nous parler un peu de ça, là, c'est quoi? Donc ça, c'est un pipeline, alors c'était il y a quelques temps, mais pour... ça fait un peu peur. Qui représente en fait une mise en production du système. Chaque job comporte un domaine applicatif, donc les domaines peuvent comporter et comportent en général plusieurs applications. Et ces domaines ont des relations entre elles. C'est-à-dire que il faut qu'un domaine soit déployé avant un autre pour des questions de rétrocompatibilité. Donc on a beau être en monorepo, on a bien des dépendances bien propres entre tout ce qu'il y a dans le monorepo, mais en attendant, ça fait quand même là un pipeline assez touffu. Tout à fait. Et c'est pareil au niveau infra. Oui, voilà, là c'est une vue par exemple de notre cluster Kubernetes sur EKS. Donc c'était il y a déjà un petit bout de temps, donc déjà assez significatif. Un petit point, c'est un pod. Et moi, ça me rappelle mes vieilles parties de SimCity. Ça ressemblait un peu à ça, mes premières villes. C'est un peu ça. Et puis, dans le monomythe, il y a un moment où en fait le danger grossit, et puis il y a un moment où c'est un peu l'épreuve ultime, le moment où tout se joue. Et nous, c'est arrivé mi-2021, donc on était à 6 mois du lancement d'SNCF Connect. Jusque-là, on avait des dizaines, peut-être une petite centaine de développeurs qui étaient sur le projet. On avait grossi un peu de manière organique et progressive. Puis là, d'un coup, on rapatrie tous les développeurs qui étaient encore sur WiSNCF, sur tous les assets, toutes les briques WiSNCF. Ils arrivent tous d'un coup. Donc on fait plus de 200 devs sur le monorepo d'un coup. Il y a des devs web, il y a des devs mobiles iOS, Android, des devs back Java, des devs back Kotlin, des gens qui font de l'infra. Enfin voilà, il y a tout ce petit monde qui arrive d'un coup. Donc on arrive sur des profils, des équipes très hétérogènes. En termes d'US derrière et du coup de branches et de déploiement et d'infra, on arrive à plus de 300 environnements déployés en parallèle. Donc l'IDE, IntelliJ avec tous ces projets et les dépendances et tout, le build Gradle, refreshing et tout ça, ça commence à chauffer un peu. On commence à trouver que c'est un petit peu long à chaque fois qu'on change de branche. La CI, le pipeline, GitLab CI, tout ça, pareil, le build il prend du temps. On a des petits problèmes de perf. On a des tests auto qui deviennent parfois un petit peu instables. Bref, c'est le moment où tout se joue.
Et donc dans les histoires, c'est le moment où voilà, on trouve l'épée magique, on trouve l'élixir. Bon, nous, je ne sais pas si c'était une épée magique. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Eh bien, on a essayé de tout améliorer à peu près en parallèle, puisqu'on était attaqué un peu de tous les côtés. Donc on a mis en place tout un tas de choses, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais en termes de process, de pratique, on a mis en place des maturations plus en avant avec les référents techniques, de ne pas attendre la review. On a fait grossir le nombre de référents, ça veut dire que les référents, il a fallu aussi leur trouver plus de temps, parce que les référents, c'est aussi des gens qui font des US eux-mêmes et qui ont un backlog, etc. Donc leur dégager du temps. On a mis en place différentes task forces, et peut-être on peut revenir sur quelques éléments un peu précis où on a beaucoup travaillé. Je ne sais pas qui utilise Gradle ici. On peut parler un peu de Gradle. Ouais, ça devrait intéresser au moins quelques personnes. Oui, donc Gradle, alors petit focus sur quelques outils. Gradle, il faut savoir que c'est un outil assez complexe qui fonctionne bien dans une approche monorepo parce que il a un algo de diff qui est vraiment au cœur du produit Gradle, qui évidemment est très pertinent dans ce cas-là. Par contre, il y a une complexité assez forte. Nous, notamment, alors je vais prendre un exemple. On a utilisé des fonctionnalités qui était en train d'arriver comme version catalogue, qui permet de mutualiser simplement, d'avoir les mêmes numéros de version, quels que soient les applicatifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que Gradle, c'est un outil qui continue à évoluer. Donc voilà, il faut le suivre. On fait des montées de version assez régulières, mais on a un très bon retour. Ça répond aux besoins et ça optimise quand même les builds, que ce soit en local ou dans la CI, de manière assez significative. Et ça valait vraiment le coup de se pencher là-dessus. Et comme tu dis, c'est un outil qui évolue beaucoup et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui nous ont sauvé la vie à cette échelle. Notamment beaucoup de choses qui sont apparues en Gradle 7, 7.5 et puis dans les dernières versions. Donc si vous utilisez Gradle ou si vous vous êtes détourné de Gradle parce que gros projet, Indus, et vous dites non mais quand même je vais rester côté Maven et autres, ça peut valoir le coup d'aller rejeter un œil et redonner une chance à Gradle, clairement. Côté CI, côté du coup GitLab. Donc là aussi, on a dû un peu investir sur l'outil, parce que GitLab c'est un super outil, mais il y avait un certain nombre de manques pour nos besoins, notamment comme on déployait un environnement complet, les diffs fournis par GitLab ne fonctionnaient pas complètement pour nos besoins, donc on a dû aller développer un algo de diff pour détecter quels environnements devaient être redéployés suite à un rebase par exemple. On avait la problématique de la file d'attente, c'est-à-dire que voilà on a 300 devs qui poussent des US tous les jours. Et donc à un moment ils veulent les merger et on commence à avoir une file d'attente importante de merge requests qui attendent d'être mergés. Donc pour gérer cette file d'attente, on a utilisé un produit open source qui s'appelle MargeBot, donc qui est un bot qui sélectionne les MR à merger et qui a aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, qui est le mode batch. Donc il va prendre par exemple 10 MR et il va lancer un seul pipeline et si le pipeline est vert, hop, il va merger les 10 MR. Il vérifie qu'il y a tous les tampons de tous les référents, que tout a été approuvé là où il fallait. Il met les 10 MR ensemble, il fait tourner le pipeline, vérifier que tout va bien et hop, il merge test tout seul la nuit. Et quand on parle des outils de GitLab, par exemple, GitLab dans sa fonctionnalité premium fournit ce qu'on appelle une merge train. On a prévu de l'intégrer, c'est pas encore le cas, c'est pour bientôt. Et dernier exemple de fonctionnalité de GitLab qu'on a utilisé, au début on était parti sur un process informel de validation, c'est-à-dire que le développeur estimait que sa MR était prête en revue, il levait la main et il allait voir justement les sachants pour leur demander de regarder et de valider, et puis après il l'envoyait pour merge. Ça fonctionnait bien quand on était quelques dizaines, à plusieurs centaines, c'était un peu moins pertinent, et donc on a utilisé ce qu'on appelle donc les code owners dans GitLab, qui permettent de donner des droits par répertoire et donc de valider programmatiquement que la MR a bien reçu toutes les validations nécessaires. On a bien sollicité les bons groupes de référents en fonction de ce qui a vraiment été modifié. Tout à fait. Et puis il a fallu aussi travailler beaucoup sur l'infra, avec tous ces environnements, tous ces déploiements auto. Tout à fait. Donc on a rencontré un certain nombre de limites, puisque l'ensemble des environnements prod étaient déployés sur le même compte AWS. Donc AWS, pour ceux qui connaissent, il y a des hard limits, des soft limits. On en a rencontré certaines, donc on a trouvé des contournements, on a demandé des augmentations de limites. Parfois on ne peut pas, quand c'est des hard limits, c'est pas possible. Mais on a toujours trouvé un certain nombre de contournements. J'en ai quelques-unes en tête sur les ELB, voilà, sur de limites qu'on a tapées, mais on a toujours réussi à mutualiser des choses pour s'en sortir. On a aussi rencontré du throttling, c'est-à-dire qu'on sollicitait trop les services AWS, donc à partir d'un certain niveau de sollicitation, on se prend des erreurs. On a eu d'autres problématiques de type sur la partie infrascode. Comment on garantit la qualité de l'infrascode? C'est des sujets compliqués. Aujourd'hui, on
on a un compte dédié où on teste manuellement dès qu'on fait une modif d'infra avant déploiement en production, et on est en train de regarder pour avoir de l'automatisation, c'est-à-dire des tests sur cette partie infra. C'est pas très simple. Et puis un petit mot sur Cube, où là aussi, quand on a des clusters qui sont significatifs, ça nécessite un investissement. Tout n'est pas des gens qui trivial. creusent vraiment le sujet. C'est-à-dire que si vous voulez faire la même chose à la même échelle, oui, vous allez devoir repousser un peu les murs assez régulièrement, notamment les seuils. Et puis il y a beaucoup de seuils en fait, il suffit de se tourner par exemple vers son cloder pour demander d'augmenter le seuil. Puis quand on ne peut pas augmenter le seuil, il faut optimiser. Et du coup, sur la gestion des environnements et des merge requests, on a dû aussi créer beaucoup de choses et faire beaucoup de choses un peu sur mesure et custom. Donc plein de scripting de choses, par exemple, pour éteindre automatiquement les environnements, des choses comme ça, pour faire de l'optimisation. Aussi, aller factoriser des choses entre plusieurs environnements, utiliser du service mesh avec Istio, des choses comme ça. Augmenter ou activer l'intégration entre différents outils, et puis développer un certain nombre de tableaux de bord sur mesure. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Déjà, quand on est développeur, les merge requests, typiquement, c'est assez facile à suivre. Je vais dans GitLab, je fais un filtre, on arrive à peu près à voir ce qui se passe. Par contre, les PO, les Scrum Masters, les managers, tous ces gens-là, pour eux, c'est un peu moins évident de suivre ce qui se passe, et a fortiori, pas juste les MR d'une personne, mais les MR d'une équipe, les MR de tout le projet. Donc on manquait un petit peu d'outils pour avoir des insights, des analytics, enfin une vue sur tout ça. Donc on a développé typiquement nos propres dashboards en allant taper par exemple sur GitLab via son API pour avoir des suivis des nombres de merge requests, le statut dans lequel elles sont, le temps moyen entre le moment où le développeur dit moi c'est bon, maintenant vous pouvez review, et le moment où la MR arrive sur master et les merger. Voilà, pouvoir suivre tout ça à grande échelle et de manière efficace. Tout à fait, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est sur un système complexe avec beaucoup d'acteurs, c'est dur d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que au niveau de l'équipe, on arrivait à avoir une vue à peu près cohérente, mais même là, souvent le product owner nous disait je comprends pas, c'est en attente d'une validation Y depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est le genre de remarque qu'on pouvait avoir. Donc on avait besoin de donner à tous ces acteurs une visibilité sur l'état des différentes merge requests et dans le processus de validation. Et même pour les gens qui soumettaient et ceux qui validaient, c'était intéressant d'avoir une vue d'ensemble. Quand on est développeur et qu'on soumet une merge request sur un applicatif, c'est intéressant de savoir qu'il y en a 15 autres qui sont en revue actuellement sur le même applicatif, parce que ça permet de comprendre pourquoi on va un petit peu attendre avant d'être revu. Sur un projet à cette échelle et aussi critique pour l'entreprise, quand on vient nous voir pour nous demander pourquoi ça a l'air de plus trop merger, les explications avec les mains, ça va un temps, et puis le dashboard, ça marche beaucoup mieux après, montrer les choses plus factuellement. Et puis même pour nous, et même pour les développeurs en général, c'est intéressant, en particulier pour les référents, ceux qui sont chargés de faire les revues et de tamponner les modifications sur le code. Donc ces référents qui sont en maîtrise sur tel ou tel aspect technique, quand ils se retrouvent à avoir des dizaines, voire des centaines de MR en attente, comment les prioriser ? Parce que pareil, dans GitLab, on peut afficher toutes les MR, mais il y en a peut-être qui sont ouvertes depuis très longtemps, d'autres pas, certaines qui ont commencé à être revues par certains référents, d'autres pas. Enfin, il y a plein de critères qui sont intéressants pour faire un peu de l'aide à la décision, pour pouvoir mieux prioriser les merge requests qu'on va aller valider en premier, celles qui sont en souffrance, celles qui sont prioritaires. Et donc on a développé comme ça tout un tas d'outils, d'aide, à la fois pour tout l'écosystème, donner de la visibilité, et pour les référents, pour faciliter leur travail de revue, puisque c'est fondamental pour conserver la qualité et la maîtrise de ce qu'on pousse avec nos 300 devs en parallèle. Donc voilà, toutes ces péripéties, toutes ces choses qu'il a fallu regarder, optimiser, améliorer, ça a été un sacré voyage. Et puis on est arrivé début 2022, on a lancé SNCF Connect, ça s'est bien passé, ça a tenu, on a pu continuer à travailler comme ça. Dans les mois qu'on suivit, on a aussi poussé, je crois, en quelques mois, on a poussé 400 évolutions, je me souviens du chiffre. Enfin, on a continué de pousser plein de choses. Et à partir de SNCF Connect, on a vraiment pu accélérer les MEP. On s'est mis à faire une MEP majeure, c'est-à-dire pas juste des petits correctifs, mais vraiment des évolutions toutes les semaines, une MEP par semaine. Donc c'est pas du tout le rythme qu'on avait avant. Et donc après quelques mois, après beaucoup de MEP, on arrive sur le 3e acte, un peu l'après-lancement, une fois que tout ça c'est en production. Et donc dans l'histoire du héros, le monomythe, c'est après l'épreuve ultime, c'est le héros qui revient vers chez lui. Donc ce qu'on a fait par la suite,
c'est que on a continué d'optimiser beaucoup de choses, d'industrialiser encore des choses, autant les pratiques que les outils. Et puis, bon, je ne vous détaille pas parce qu'on a fait évidemment beaucoup de choses dans les mois qui ont suivi, mais on a notamment créé une filière d'engineering manager, parce qu'on n'avait pas du tout ça avant, donc pour travailler sur encadrer, faciliter tout ce qui est pratique, les pratiques des développeurs. Donc il y a la filière purement technique et il y a la filière engineering manager. On a aussi créé des formations, créé des bootcamps pour normaliser, améliorer aussi le process d'onboarding de tous les gens qui arrivent sur le projet et se dire une personne qui va travailler sur tel ou tel composant ou applicatif, du coup elle a beaucoup plus de ressources quand elle arrive pour monter en compétences, parce que sinon on va le payer plus tard, ça va être plus de revues, plus d'échanges après coup. Et puis avec toutes ces choses sur lesquelles on a continué à travailler, le résultat c'est que dans les histoires le héros revient transformé, un petit peu transformé. Et donc, après 1 an et demi en production, aujourd'hui, quel bilan on tire du monorepo sur SNCF Connect? Je crois que c'était à toi de dire ça. Non, c'est toi. Ah bon, d'accord. Première chose, c'est que, en tout cas pour nous, sur notre projet, dans notre contexte, ça a marché. Le monorepo, cette approche, ça fonctionne vraiment. Donc aujourd'hui, on a de très nombreux développeurs qui arrivent à travailler en même temps, ensemble, sur les mêmes applicatifs, sur le même code, et voilà, la collaboration marche bien, et puis du coup, même le time to market, tout ça, ça suit. Il a fallu, évidemment, ça s'est pas fait tout seul. Non, on voit qu'on a quand même eu besoin de faire vraiment un effort, parce que le système est devenu assez complexe, et c'est aussi un travail du quotidien de diminuer cette complexité, de rester le plus simple possible, et donc des efforts sur l'accompagnement pour les nouveaux arrivants, et ceux qui souhaitent justement travailler sur de nouveaux applicatifs. Et puis de gros efforts sur l'automatisation. C'est vraiment quelque chose sur lequel on continue d'investir parce qu'il y a encore trop de choses qui sont pas automatisées et on souhaite vraiment généraliser cette automatisation et c'est un travail significatif et jamais terminé. On n'avait pas anticipé tous les efforts et tout ce qu'il a fallu débunker et craquer. Mais clairement, sur les promesses, ou en tout cas ce qu'on attendait de cette approche monorepo, globalement, on est très satisfait. Et je crois que ça, c'était la 11e étape dans le monomythe, et il y en a une 12e. La 12e, c'est du coup, une fois qu'on revient au monde ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on tire profit de cette expérience, de ce bilan, de ce qu'on a appris? Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, ce savoir, on le réapplique, et du coup, depuis ce passage en monorepo de SNCF Connect, on est allé plus loin dans cette voie-là. Donc la première chose, c'est que on avait beaucoup de briques historiques, développées bien avant SNCF Connect, qui ne font pas partie de SNCF Connect. Toutes ces briques-là, on a commencé, il y a à peu près 1 an, on a commencé à les migrer dans le monorepo. C'est-à-dire que le monorepo, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'était développer des nouvelles applications, nouveaux sites, from scratch. On le fait en monorepo à 300 devs. Et maintenant, on a tous les applicatifs qu'on avait déjà, qui sont des applicatifs back-end, souvent des briques derrière. On est en train de les ramener aussi sur le monorepo, puisqu'on a vu que ça marchait bien. Donc la taille du monorepo continue à augmenter. On rajoute encore chaque mois des applicatifs dans ce monorepo. Ça nous pose évidemment des problématiques de scaling. Et donc on monitore, maintenant qu'on a les outils, on monitore aussi pour vérifier que ça ne met pas le système en danger. Mais on est relativement confiant. On voit qu'on est capable d'augmenter la taille de ce repo sans problème bloquant à date. Ça veut dire aussi, pour tirer pleinement parti de ce monorepo, que quand on ramène des briques historiques, dont par exemple le build manager c'était Maven, on n'a pas envie d'avoir dans le monorepo un peu de Maven, un peu de Gradle, donc on les passe sur Gradle au passage. Donc voilà, on est plus dans une logique là de migration, avec tout ce que ça comporte. Et puis on veut aussi garder l'historique de tout ça et de ces briques qu'on avait. Donc on s'est beaucoup amusé avec Git filter repo et des choses comme ça pour ceux qui connaissent. C'est extrêmement intéressant aussi de travailler sur ces aspects-là d'un point de vue technique. C'est ça, c'est-à-dire que quand on récupère des applicatifs qui sont dans d'autres repos, évidemment, on les normalise suivant les normes du monorepo. Il y a les outils de build, il y a les outils d'infra as code. Ils rentrent dans le moule et justement l'idée c'est que ensuite ça soit plus simple d'aller travailler sur ces applicatifs parce que les développeurs qui ont l'habitude de travailler sur un applicatif A, qui sont formés à cet applicatif, quand ils passent à l'applicatif B, le fonctionnel change.
Parfois, l'architecture est un petit peu différente, mais en tout cas, les outils, les pratiques sont les mêmes. Et donc, toutes ces barrières à l'entrée de l'ancien système, elles n'existent plus. Et c'est plus simple pour eux d'aller passer sur un autre applicatif. Ce qui était tout l'objectif de l'approche monorepo. Et puis, on a d'autres projets, en fait. Tu l'as dit un petit peu au tout début, on ne fait pas que SNCF Connect et tout le back-end, le back-office derrière SNCF Connect. Il y a d'autres projets majeurs, notamment des projets majeurs qu'on a débutés après SNCF Connect. Et du coup, on reproduit la même stratégie. Du coup, on refait la même chose, comme ça a fonctionné. Oui, comme on commence à avoir vraiment du recul sur cette approche, on voit que dès qu'on a des projets significatifs, l'approche monorepo, elle est pertinente. Alors, on les met dans d'autres monorepos. Évidemment, on ne va pas mettre tout dans un unique monorepo. C'est pas notre stratégie actuelle. C'est du multi-monorepo, du coup. C'est un peu ça. Mais du coup, il n'y en a pas trop. et donc voilà, on a tendance à répliquer cette stratégie pour les autres gros projets. Et puis, dernier petit point, voilà, l'instant pub du moment. Si vous trouvez que Connect, il y a des choses à améliorer, ce qui est sûrement le cas. Il y a des petits sujets techniques sympathiques. Voilà, si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas. On a 3 sites, Nantes, Paris et Lille. Et on embauche. Donc, on continue de grandir, clairement. Fait. Et donc, c'est un peu la fin du voyage qu'on voulait raconter. Ce voyage vers le monorepo a déjà une certaine échelle. Et donc, pour résumer, wrapper un peu tout ça, notre petit slide de conclusion. Voilà, ce dont on voulait témoigner, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que, vous l'avez compris, ça fonctionne, ça peut fonctionner une approche monorepo, en tout cas ça a bien fonctionné dans notre contexte, à l'échelle et dans le contexte qu'on vous a décrit. Ça a été un bon moyen de réduire les silos, d'améliorer la collaboration, et puis on sait évidemment tout l'intérêt d'améliorer la collaboration entre les équipes, c'est sur la qualité, sur les temps de développement et autres, ça joue forcément. Donc à grande échelle, ça peut fonctionner. Par contre, ça nécessite quand même un investissement important. Il faut être conscient que quand on part de ce type d'approche, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent justement pour travailler ensemble et pour scaler quand on a beaucoup d'applicatifs et beaucoup de code, beaucoup de développeurs. Donc c'est un investissement continu sur les outils et sur les pratiques des équipes aussi. Voilà, on espère qu'on ne vous a pas trop noyé, que ça vous a intéressé, que ça a peut-être ouvert un peu l'esprit, et on sera ravis de répondre à des questions si vous en avez. Bonjour, merci. Je voudrais savoir où est hostée votre instance GitLab, c'est la première question. Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que vous utilisez des tags dans GitLab aussi? Est-ce que c'est un usage que vous avez des tags? Je fais. Donc GitLab, donc on a une instance GitLab on-premise, mais qui est hostée sur AWS. Toute notre infra aujourd'hui est sur AWS. Et la question sur les tags, c'est de quoi on parle exactement? Alors tout à fait, on tag en fait nos versions, c'est-à-dire que c'est même quand le déclenchement d'un tag qui est à un certain format qui initie le pipeline de déploiement en pré-prod et en production. Donc toutes les releases sont taguées sur Master. Merci pour la presse déjà, et c'est super thématisé, c'était sympa. Par rapport à GitLab toujours, quand vous avez commencé à faire du monorepo, combien vous aviez de temps de pipeline en moyenne? Et quelles sont vos une ou deux plus belles optimes, et combien vous avez obtenu de temps de pipeline et d'architecture peut-être à la fin? Alors, sur les temps, alors j'aurais pas de chiffre exact, mais on est arrivé assez vite sur des pipelines qui prenaient au total de l'ordre d'une heure. Donc, ce qui est quand même assez significatif, parce qu'il y avait les builds, les tests et les déploiements. Je compte tout ça dans le scope. Les optimisations, elles sont beaucoup arrivées. Alors, il y en a eu de plusieurs ordres. D'abord sur les builds, notamment build Gradle, mais on a aussi pas mal une partie JS, dont on n'a pas trop parlé. On a pas mal optimisé les builds et on a aussi beaucoup optimisé ce qu'on rebuildait. C'est-à-dire que au départ, on rebuildait beaucoup de choses qui n'avaient pas été modifiées, mais parce qu'on avait un algorithme qui était conservateur, c'est-à-dire que quand il y avait un doute, on relançait les pipelines du domaine qui était concerné. Donc aujourd'hui, on redéploie beaucoup moins de choses. Donc ça nous permet de diminuer très nettement les temps de build. Voilà, notre objectif là, c'est d'arriver de l'ordre de 30 minutes. On n'y est pas encore complètement.
mais surtout on a stoppé l'augmentation qui avait tendance à se produire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rajoutait des applicatifs, comme on prenait toujours, on mesure le chemin le plus long, le temps de build avait tendance à augmenter. Évidemment, parce que, et notamment, on était, dès qu'il y a un build qui est instable, le système le voit. C'est-à-dire que comme l'ensemble des pipelines sont partagés avec l'ensemble des développeurs, si un développeur rajoute un test instable qui plante une fois sur deux, par exemple, les autres développeurs sur leur pipeline vont le voir, ce qui va rajouter du temps de build, ce qui va rajouter voilà, des imprévus. Donc ça nous incite aussi à aller vers une qualité vraiment optimale. Travailler en amont, et la formation, et l'onboarding pour éviter ça. Et ça, évidemment, ça impactait aussi beaucoup le temps de build. Et je me souviens il y a au moins 2 aspects qui m'ont marqué un peu sur les temps de build, c'est tout ce qui était test auto, test end-to-end. On a beaucoup investi au début sur les tests end-to-end, et puis par la suite, on a un peu revu notre stratégie sur les tests pour faire quelque chose de peut-être un peu plus équilibré, et pas forcément faire tourner tous les tests end-to-end partout, tout le temps, parce que ça prenait beaucoup de temps. Et travailler sur la partie l'implémentation côté CI de tous ces tests-là. Et idem côté build mobile, les builds mobiles, donc on est passé sur Flutter, mais du coup on a besoin de builder des choses, notamment des builds iOS. Donc il a fallu trouver des solutions pour aussi builder ça de manière rapide, parallélisée, dans le cloud et pas forcément sur des machines physiques chez nous. Donc ça, typiquement, sur la partie mobile et même sur les tests, on a fait un certain nombre de retours d'expérience et de partage de techniques soit sur des meet-ups, soit à d'autres conférences, notamment autour de Flutter. Donc on peut retrouver des choses là-dessus. Mais typiquement, c'est 2 gros sujets sur lesquels il a fallu beaucoup travailler parce que ça impactait beaucoup le temps de build global. Et du coup, votre archi de runner, c'est sur du cube avec du S3 C'est ça, c'est du cube. Les runners tournent sur un cube dédié. Bonjour, moi j'ai une question aussi. Merci pour la presse. Donc, si je comprends bien, vous avez plusieurs monorepos. Donc entre les projets, vous partagez du code ou pas? Alors, on a un seul monorepo pour Connect. Et l'ensemble des applicatifs qui le composent, c'est un très gros système. Par contre, on va nous demander, parce que comme je l'ai dit, on ne développe pas que pour Connect, pour un projet de la SNCF par exemple, alors je dis n'importe quoi, mais pour les gares par exemple, on va nous demander de développer un projet dédié pour gérer certains applicatifs des gares. Là, ça n'a rien à voir avec Connect. Donc là, on crée un autre monorepo. Ça veut dire que ça va être un front différent, peut-être pas du tout pour la même audience. Si ça se trouve, c'est pas du grand public, ça fait pas du tout la même chose. Et du coup, c'est vraiment pour nous un projet à part. Et du coup, il va avoir peut-être son monorepo. Oui. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous partagez aucun code. On partage rien. Je crois qu'il y avait une question là-bas, quelqu'un qui attendait depuis longtemps. Effectivement. Du coup, j'avais une question concernant. Je me posais la question sur comment vous faites quand il y a plusieurs versions en production hétérogènes, donc des versions bêta, RC, LTS par exemple. Comment ça se passe au niveau de la maintenance de ces versions, le workflow que vous appliquez? C'est ma première question. Et la deuxième, c'était au niveau des perfs de l'IDE. Donc vous avez eu une slide sur le sujet. Vous n'avez pas forcément parlé ensuite de la résolution de ces problèmes-là et de la bande passante que ça peut également utiliser quand on change de branche, etc. Quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, alors pour la partie déploiement, aujourd'hui on est en train de la faire évoluer, mais aujourd'hui on est en rolling update, c'est-à-dire que on a une version N en production et on va développer, on va déployer pour chacun de ces applicatifs une version N+1 de manière progressive. Donc pendant un temps court, on est en production, on sert à la fois les utilisateurs avec la version N et la version N+1. Et très vite, la version N disparaît et la version N+1 est toute seule en production. Donc en général, on a une seule version en production, sauf lors des MEP. Et évidemment, on a des outils de monitoring pour détecter les problèmes si jamais ils se produisent et faire des rollbacks. Donc ça, c'est la stratégie de déploiement en production. On est en train de la faire évoluer pour être encore plus efficace, notamment sur les rollbacks, sur la détection. On a aujourd'hui un certain nombre de limitations là-dessus, mais ça fonctionne déjà plutôt bien. Sur la partie IDE, c'est sûr que sur la partie IDE, on n'a pas trop détaillé. En fait, on avait envie de vous détailler beaucoup de choses, mais rien que sur Gradle, par exemple, je pense qu'on pourrait faire une conf juste sur les retours d'expérience et les opt-in Gradle. Mais tu veux parler de l'IDE? Oui, en fait, sur les IDE, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que déjà, les problèmes de lag venaient souvent de mauvaises pratiques. C'est-à-dire que les gens chargeaient le monorepo dans Git, donc en local, ça n'est pas de sujet, et après, ils allaient charger dans leur IDE, justement, le repository root
donc on utilise IntelliJ et IDEA, le repository root du monorepo. Et là, il y a un petit problème parce qu'en effet, on tire beaucoup d'applicatifs. Donc là, on a accompagné pour que les gens, ils chargent uniquement le sous-répertoire du monorepo qui les intéressait. Et s'ils travaillent sur plusieurs applicatifs en parallèle, ils peuvent charger uniquement les applicatifs qui les intéressent. Et ça a résolu la plupart des problèmes. Après, on continuait et on continue encore à avoir quelques problèmes. L'intégration Gradle dans IntelliJ, elle n'est pas aussi bonne que Maven. Donc, on a parfois quelques soucis, mais c'est plus un sujet de souffrance. C'est plus un sujet de souffrance. On a plus des devs qui nous disent moi j'ai changé de branche, j'attends 20 minutes que ça se rafraîchisse, c'est pas possible. Ça, on a vraiment réussi à régler ça, principalement avec de l'optimisation Gradle, juste bien comprendre comment ça fonctionne, utiliser les dernières fonctionnalités de Gradle. Après, évidemment, on a épluché toutes les options d'optimisation, de cache qu'il peut y avoir dans IntelliJ. La plupart d'entre nous, on est sur IntelliJ. Il y en a qui sont sur Xcode et d'autres IDE. Il a fallu creuser tout ça. Donc voilà, typiquement les options pour passer en offline sur certaines choses, quand on n'a pas besoin de tout rafraîchir. Et voilà, tous les types de cache et d'optimisation. En 2 ans, on a eu le temps d'éplucher tout ça, et c'est ce qui nous a permis de renverser un peu de modifier la pente. Une question encore, je crois que ça risque d'être la dernière. Mais n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie, on sera ravis de continuer d'échanger. Bonjour, merci pour la présentation super complète. J'ai vu un moment où vous disiez qu'on ne stocke pas de code, on intègre rapidement. Et le master, c'est la production. Est-ce que vous avez à gérer le cas de ne pas rendre disponible tout de suite une fonctionnalité? Et dans ces cas-là, est-ce que vous attendez pour merger ou est-ce que vous utilisez du feature flag ou autre chose? Oui, on a beaucoup beaucoup utilisé, et on utilise beaucoup les feature flags, feature toggle, quel que soit le don qu'on leur donne. Et c'est quelque chose qui devient indispensable quand on veut faire, je pense, du continuous delivery et justement pas avoir de stock de code, juste faire de l'intégration continue déjà. Ça veut dire que sur des grosses fonctionnalités ou des gros refactos, plutôt que de rester, s'il y a vraiment, je sais pas, un mois de travail dessus, plutôt que d'attendre un mois avant de tester, de merger tout d'un coup, on va devoir découper ça en amont et désactiver des choses, peut-être par défaut, tant que c'est pas terminé ou tant qu'on n'est pas prêt à activer. Donc oui, on utilise beaucoup ces principes de feature toggle pour pouvoir faire des petits incréments et intégrer des petits incréments sans forcément tout activer tout le temps ou que tout soit terminé quand le code se déploie. Et je crois qu'on a fini. Merci beaucoup à tous. Merci.